décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. En plus des violations du droit qui la caractérisent, des sombres milieux qui la manipulent depuis les officines les plus décisives du régime algérien, l'affaire Christophe Glaise, ce journaliste français qui vient d'être condamné par la justice algérienne à 7 années de prison ferme. Cette affaire est devenue en soi un élément très révélateur des conflits violents que se livrent par justiciables interposés les clans les plus décisifs au sein du système et qui semblent en être arrivés à un point de rupture, un point de non-retour où se jouerait le sort du président Tebboune lui-même. Je vais aller droit au but. Rappelez-vous, quand le président algérien avait mis les pieds dans le plat avec ses réactions outrancières, quasi hystériques, avec la France, dans l'affaire de la lettre de Macron à Mohamed VI, sur sa reconnaissance des thèses marocaines sur la question du Sahara occidental. Rappelez-vous les outrances et les offenses du même Tebboune dans l'affaire Sansal, et celle de la tentative d'enlèvement d'un opposant algérien par des barbouzes diplomates sur ordre du président Tebboune. Des outrances et de l'hystérie côté algérien et des charges très opportunistes d'une extrême droite française qui a trouvé dans ses histoires de quoi faire mousser son potentiel électoraliste. Une surexcitation qui a mené les deux pays au bord de la rupture diplomatique. Rappel des ambassadeurs, expulsion de diplomates et de personnels assimilés de part et d'autre, et déferlement de haine de part et d'autre. En Algérie, par des milieux agités par le régime, et en France, par l'extrême droite qui avait trouvé en cette situation un filon inespéré, comme je l'ai déjà dit. Hystérique francophobie en Algérie, où le juteux fonds de commerce mémoriel a crevé le plafond de la haine boursière, et en France, la très opportuniste algérophobie et islamophobie, où l'islamisme, plutôt, où l'islamo-gauchisme, ce caviar de l'oxymore, a été servi en table dressée. Cet islamo-gauchisme servi à toutes les sauces de la basse politique et de la manipulation de masse. Mais les décideurs algériens qui avaient pensé surfer ainsi gratis sur la vague du discours anti-français, comme ils en avaient pris l'habitude et depuis longtemps, avaient oublié cependant que la France était leur base arrière, celle où ils planquent leur fortune, où leurs bobonnes vont faire leurs courses, où leurs gosses mènent grand train, où ils se soignent eux-mêmes et où ils comptent finir leur vie. Mais une certaine France allait débusquer le lièvre, celle des retaillots et autres initiés des caniveaux qui distinguent le système algérien. Ils allaient non seulement cibler les petites habitudes françaises des barons et autres flibustiers du même genre, mais même laisser entendre que le voile pudique de certaines connivences et passe-droits d'une très douloureuse et très douteuse France-Algérie allait être levé sur les pratiques de ces mêmes barons du régime. En France, sur leurs avoirs et autres cavernes d'Ali Baba. Chose dite, chose faite avec Retailleau, puisque des mesures ont été prises directement contre ces barons et leurs familles
qui allait se faire claquer la porte de la France au nez. Tout aussitôt, panique à bord. Panique concernant des milliers de gens. Toutes les alarmes du système se sont mises à sonner en même temps. Et dans le même temps, tout ce beau monde a enfin compris que c'était la mégalomanie de M. Tebboune et ses lubies mégalomaniaques qui les mettaient en péril et qui risquaient de les démasquer. Le même M. Tebboune et sa pléthore de courtisans qui ne servent à rien d'autre qu'à chanter les louanges du guide suprême n'allaient pas tarder à découvrir qu'ils étaient désormais dans l'œil du cyclone et qu'ils s'étaient mis, maman, la France, à dos. L'affaire Sansal étant à ce moment-là la plus visible, est vite devenue celle qui devait être réglée donc dans l'urgence avant que ça n'explose de partout. Mais elle posait néanmoins de grandes difficultés parce que Tebboune en avait trop fait. Il avait trop fait chauffer les benedr, les tambours de la guerre. Il avait attisé trop de rancœur contre la France. Il ne pouvait donc pas répondre favorablement à la demande de grâce émise par le président français. C'est ainsi que fut tricotée très habilement cette demande supposée avoir été formulée par le président allemand. Les Algériens n'y ont vu que du feu. Sansal a donc été libéré et sur insistance de M. Macron, il allait se faire plutôt discret, plutôt conciliant dans ses déclarations à la presse, appelant même à une réconciliation entre les deux pays. On pouvait donc penser que tout était rentré dans l'ordre. Mais que nenni, puisque, surprise, Christophe Glaise vient d'être condamné à 7 années de prison ferme. Pour ceux d'entre nos téléspectateurs qui ne connaissent pas le mode de fonctionnement de la justice algérienne, il faut savoir que ce genre de verdict est toujours immanquablement décidé en très haut lieu, dans les plus hautes sphères de l'armée, de la présidence, des services et autres très grands décideurs qui ont gardé la main, même s'ils ne sont plus officiellement dans les rouages du système. Jamais un juge algérien ne pourrait prendre une telle responsabilité et rendre un tel verdict sans en avoir reçu l'injonction très précise de ses maîtres. Et là se trouve enfin ce que je voulais vous dire dès le début. Il est quasiment impossible, en l'état de la situation, que Tebboune ou ses partenaires puissent avoir ordonné une telle décision. Impossible, inimaginable, à moins que M. Tebboune ne soit devenu totalement dément, sénile, parce que ce serait suicidaire pour lui. De la même manière qu'il ne pouvait avoir ordonné l'arrestation du doyen du journalisme, Saad Bouaqba. Qui alors? Qui est aux commandes de ces manipulations? Et pourquoi? Qui, au sein du système algérien, est en train de savonner la planche à évacuer le gêneur qui est devenu l'actuel locataire ou squatter d'Almoradie? Avec nous pour en parler, Jihad Halimi, militant politique depuis Montréal, et Adel Boucherguine depuis Paris, journaliste, militant des droits humains. Et je vais commencer avec lui parce qu'il nous a demandé de le libérer un peu tôt. Adel Boucherguine, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci Jamal, merci à tous ceux qui regardent votre chaîne de télévision.
Merci. Alors, Adel Boucherguine, à chaud comme ça, cette très grosse surprise de la condamnation de Christophe Glaise à 7 années de prison ferme au moment où tout le monde s'attendait à ce qu'il soit élargi, c'est-à-dire qu'il soit condamné à la durée qu'il a déjà effectuée en prison pour essayer d'arrondir les angles et le relâcher tout aussitôt. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, encore bonsoir Jamel. Bonsoir. En fait, ce n'est pas une surprise pour moi et ça ne peut pas être une surprise pour un observateur algérien lorsqu'on sait ce qui est devenu des libertés en Algérie. C'est-à-dire depuis cette offensive répressive sur les Algériens depuis la fin de l'année 2019, on ne peut être surpris de voir un étranger qui n'a rien à voir avec l'actualité algérienne condamné à 7 ans de prison ferme. Dans cette condamnation, je pense que les décideurs, parce qu'on doit le dire, ce n'est pas la justice qui a tranché, ce n'est pas la justice qui a rendu son verdict, mais c'est le pouvoir politique qui injecte en fait les décisions à ces juges. Je pense qu'il y a des messages dans ce verdict à transmettre. C'est-à-dire tout journaliste étranger qui oserait venir en Algérie s'immiscer dans nos affaires, c'est-à-dire reportage, interroger des militants, savourer la beauté algérienne, et sera en fait poursuivi à une lourde peine de prison. C'est en fait le pouvoir algérien est frappé d'une paranoïa sécuritaire au point où il fait du mandat de dépôt et de la prison ferme un passage obligé pour tous ceux qui enfreignent les codes tracés, dictés, décidés et mis en place par le régime. Mais Adel, la question qui me turlupine personnellement et à laquelle je ne trouve pas de réponse autre qu'un coup fourré quelque part, un coup tordu. Tebboune a eu du mal, bon, au début, impulsif comme nous le connaissons, il s'est jeté comme ça à corps perdu dans une affaire qui lui a très vite échappé et qui a provoqué un remous absolument incroyable et qui a mis dans la gêne tous les barons du régime qui vivent en France avec leurs familles, qui possèdent des biens, qui font le va-et-vient tout le temps et ça les a mis sur la scène, hein, ça a éclairé un peu leur turpitude. Et ils se sont retournés contre le système Tebboune d'une façon qui a pesé sur ce qui allait suivre. Et M. Tebboune donc, a demandé à Macron d'arranger les choses avec le président allemand pour pouvoir lui accorder à lui la demande de grâce pour M. Sansal. Ça a été fait. Puis la secrétaire générale des Affaires étrangères française est arrivée avec une très forte délégation. Ça s'est renoué. Les ministres des Affaires étrangères ont échangé des messages. On nous dit même que les chefs de l'État, pareil, très discrètement, ils auraient échangé et qu'une feuille de route aurait été mise un peu sur la table pour préparer l'avenir et la grande réconciliation. Et puis là, un Tebboune, il prendrait une telle décision de faire condamner ce journaliste à 7 années pour revenir pire que la case départ, pour se retrouver encore dans une autre crise. Et n'oublions pas que Christophe Glaise n'est pas franco-algérien, il est seulement français. Et donc, ça risque de remettre le feu aux poudres en France et en Algérie aussi. À votre avis, qui a ordonné une telle peine de prison? Ils auraient pu condamner à 1 année, à 2 ans, mais à 7 ans, juste pour envoyer un message aux journalistes pour ne pas venir faire du journalisme sans autorisation, vous pensez?
Non, mais il faut pas aussi. Je ne peux pas confondre en fait l'affaire Christophe Glaise avec l'affaire Boualem Sansal. C'est pas possible. C'est-à-dire, ça ne répond pas au même standard, ça ne répond pas à la même idéologie, ça ne répond pas au même calcul politique, voire même géopolitique. Christophe Glaise n'est pas un personnage médiatique tel que Boualem Sansal. Et Christophe Glaise, il est connu pour être un militant de l'extrême gauche. Donc, on ne peut pas s'attendre à une campagne médiatique mondiale, universelle, telle que a été le cas pour Boualem Sansal. Donc, Christophe Glaise, c'est une victime de la propre dictature algérienne qui vient de le condamner à 7 ans de prison. Il est impossible en fait de mettre à même pied d'égalité Boualem Sansal et Christophe Glaise. D'ailleurs, depuis son emprisonnement, on n'a pas entendu beaucoup de monde. On le rajoute à chaque fois dans la liste parce qu'on parle de Boualem Sansal et que dans l'opinion, ça peut sonner mal lorsque l'on n'évoque pas un autre Français, exclusivement français, notamment Christophe Glaise, qui est emprisonné en Algérie. Maintenant, est-ce que la France va lâcher son concitoyen emprisonné en Algérie? Je ne le pense pas. D'ailleurs, il y a eu même la réaction du président français qui dit va faire de son mieux pour exiger sa libération. Maintenant, qui a pris la décision de la condamnation de Christophe Glaise, c'est le même qui a requis aujourd'hui 5 ans de prison contre Saad Bouakba. C'est le même qui a imposé un contrôle judiciaire à vie pour Karim Tabou. C'est le même qui a emprisonné Fethi Gharras. C'est le même qui a emprisonné Abla Qmari. C'est le même qui a emprisonné Mohamed Tajaddid. C'est le même qui a emprisonné Brahim Lalemi et des dizaines d'autres Il s'appelle comment? Comment il s'appelle, Adel? Comment il s'appelle? Qui? Ce magistrat. Il s'appelle comment? Je ne sais pas, je caricature, mais c'est la. Ah, d'accord. Ah, parfait. J'avais pensé que c'était la même personne. Non, non, c'est pas la même personne, mais je voulais dire que c'est le même système qui les condamne aujourd'hui parce que, bon, du côté de nos amis militants algériens qui sont en prison parce que ils ont osé dire un avis contraire à celui du régime, ils ont osé rêver d'un avenir meilleur dans leur pays. Et pour Christophe Glaise, comme je l'ai dit dans la première partie, c'est qu'on veut faire de lui un exemple pour tout journaliste étranger qui oserait pénétrer dans notre pays. Et le problème de l'Algérie avec les journalistes étrangers, ça ne date pas de l'affaire Christophe Glaise, même du temps dans les années 90, du temps de Bouteflika aussi. Moi, je me rappelle, dans la campagne, j'étais journaliste à Alger durant la campagne électorale de la présidentielle de 2014. Des journalistes pourtant connus pour leur neutralité ont été interdits de visa, sont vus refuser un visa d'entrée en Algérie. Est-ce que vous pensez que cette condamnation risque de remettre le feu aux poudres entre les deux pays? Non, je ne pense pas que ça remettrait le feu aux poudres entre les deux pays, parce que, comme je l'ai précisé, Christophe Glaise, il ne répond pas au même agenda que Boualem Sansal. Il faut savoir que Boualem Sansal, à la tête de son comité de soutien international, il y a une ancienne ministre et présidente de la Cour des comptes en France. Il y a d'anciens ambassadeurs de France en Algérie. Il y a des écrivains, il y a des intellectuels, il y a des États complets qui se sont engagés pour la libération de Boualem Sansal.
contrairement, contrairement à Christophe Glaise, qui ne bénéficie pas de tout ce tapage médiatique et de tout ce soutien d'État, de chefs d'État, d'anciens ministres, d'anciens ambassadeurs, etc. Mais je pense que la France ira jusqu'à obtenir sa libération. Je ne pense pas que la France laisserait un de ses concitoyens croupir encore dans les prisons algériennes, parce que en fait, la France, elle sait très bien que, comme tous les Algériens d'ailleurs, ils savent que Christophe Glaise n'a rien fait de mal. Son seul tort, c'est d'avoir entré en Algérie avec un visa touristique et non pas un visa professionnel pour faire son reportage. Je pense que c'est son seul tort et son pays ne va pas le laisser pourrir en prison pour rien du tout. D'ailleurs, j'ai des amis qui ne sont pas dans l'opposition en Algérie, qui ne sont pas militants, qui ne sont pas journalistes, mais qui se voient en fait choqués de la décision de condamner un journaliste étranger à 7 ans de prison. C'est pour rien. Adel Boucherguine, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation, en espérant que vous serez plus souvent des nôtres. Merci beaucoup. Vous nous avez demandé de vous libérer plus tôt. C'est pour ça que nous ne vous avons pas interrompu. À la prochaine, j'espère. Et j'ai le plaisir de recevoir Jihad Halimi, militant politique qui vit au Canada, mais dont le cœur reste, j'allais dire, dont le cœur continue de battre en Algérie. مرحبا بك جهاد حليمي. عايش خويا السلام عليكم. Salam. Alors, Jihad Halimi, avant de vous donner la parole, nous allons écouter le témoignage des parents de Christophe Glaise, notre confrère. Comment a-t-il accueilli ce jugement? Vous étiez à quelques mètres de lui au moment où il a été prononcé? Oui, c'était en deux temps parce que comme c'était en arabe, nous on a compris avec la rangée devant nous, c'était que des avocats confrères algériens qui nous ont dit c'est la même condamnation. Mais lui, il voyait bien la tête de ses avocats, mais il comprenait il n'avait pas la encore traduction encore, il ne savait pas ce que... Exactement, Ouais. exactement. Et donc, quand il a eu la traduction, il était assis, il avait le visage blême et il n'a pas flanché. Il est resté tendu, il a levé les yeux au ciel et voilà, il est resté comme ça, assis, sans rien dire, bien sûr. Eh bien, en tout cas, on va relancer de manière extrêmement forte la mobilisation. On va demander aux autorités françaises de s'investir peut-être encore plus fortement pour la défense de Christophe, parce qu'en fait, on s'est bien rendu compte que ce qui se passait dans l'audience n'était qu'une petite partie du jugement. Du jugement, Donc, comme s'il y avait une négociation en coulisses, quelque chose d'autre qui se tramait. C'est ça que vous voulez nous dire, Francis Godard? Oui, le délibéré a duré 1h20 à peu près. Et on se disait qu'un délibéré avec les trois juges, durant 1h20, c'est qu'il se passait quelque chose, c'est qu'il y avait des échanges téléphoniques. S'il y avait quelque chose, c'est qu'il y avait des échanges téléphoniques. Jihad, qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire? Moi, tout d'abord, je vais essayer de commencer par faire l'avocat du diable. Supposons que Glaise est coupable de ce qu'on lui reproche. À ce moment-là, c'est la responsabilité de nos services de sécurité, nos services de renseignement, de donner des preuves aux juges pour qu'ils puissent décider sur cette base-là. Des services de renseignement, ils ont toutes sortes d'outils. Ils sont très efficaces avec nous, les Algériens. Donc, j'imagine qu'ils ont cette possibilité-là de suivre Glaise pendant qu'il était en train de faire ses entrevues ou ses agissements illégaux, puis d'avoir des enregistrements, de les donner aux juges, puis sur cette base, les juges vont prendre leurs décisions, et ils vont diffuser ces preuves-là partout dans le monde pour dire, écoutez, la justice est indépendante, et ce gars-là, c'est pas un journaliste, c'est un agitateur, ou c'est un agent double, ou c'est un espion.
Donc, avec des preuves, on peut avoir une justice indépendante et on peut, laver la réputation, préserver la réputation de l'Algérie et de l'indépendance judiciaire chez nous. Alors que là, le problème, c'est que le dossier contre lui, apparemment, il est vide. C'est une photo avec quelqu'un qui est maintenant désigné terroriste, mais cette photo-là date d'une époque où est-ce qu'il n'était pas désigné comme terroriste. Et apparemment, selon des avocats, ils disent que son dossier est vide. Puis ça me rappelle bizarrement les centaines de procès qui ont eu contre des Algériens, où est-ce que les avocats ont dit que leur dossier était vide. Donc, ce que ça démontre, cette situation, c'est que ça démontre que notre système judiciaire est malheureusement n'est pas indépendant. On le sait, nous, en tant qu'Algériens, ça fait depuis 2019, même avant, on savait que, on avait même une expression, la justice du téléphone pour ça. Mais maintenant, avec l'arrestation de personnes qui ne sont pas algériens ou des gens qui sont algériens de double nationalité, on est en train d'exporter cette vision-là. Puis maintenant, tout le monde, à travers le monde, vont savoir que en Algérie, hein, on a un régime qui est autoritaire, qui utilise la justice pour réprimer l'opinion contraire. Donc, c'est vraiment triste. Ils pensent que ce genre de conflit, ça sera limité juste entre l'Algérie et la France. Aujourd'hui, même au Canada, au Québec, on a des reportages partout dans différents journaux qui parlent de cette histoire-là. Donc, l'image de l'Algérie, de la justice algérienne, elle est vraiment, mais, très, très, très mal. Elle va mal. Ça va nuire à l'investissement, ça va nuire au tourisme. Je sais qu'on n'en a pas de tourisme, on n'en a pas d'investissement, mais ça va nuire aux futurs efforts qui vont être faits dans ce sens. Et ce que cette arrestation-là aussi montre, c'est soit on n'a pas de stratégie, parce qu'avec la libération de Boualem Sansal, il y a des gens qui disent qu'on se dirige vers un apaisement, mais malheureusement, avec cette condamnation-là, on dirait que l'apaisement, c'est une stratégie qui est temporaire, puis là, on va vers l'aggravation. Donc, c'est soit on n'a pas de stratégie, soit il y a plusieurs décideurs en Algérie. Il y en a un pour l'apaisement ou d'autres pour l'aggravation. Mais tout ça, c'est des hypothèses. Mais le résultat final, c'est que on donne une très mauvaise image de l'Algérie et de la justice algérienne. Alors, tous les avocats disent la même chose, que le dossier est vide. Que en fait, ce n'est même pas possible de façon fonctionnelle de pouvoir présenter ce journaliste devant la justice après l'avoir écroué, après lui avoir signifié un mandat de dépôt, alors qu'il, connaissant les méthodes algériennes, il suffisait juste de le prendre, de lui mettre des menottes, d'emmener à l'aéroport et de l'expulser comme ils font d'habitude. Il n'y a pas longtemps, ils ont renvoyé en France un journaliste algérien. Algérien. Ça n'existe nulle part. Personne ne peut se faire expulser de son propre pays. Farid Halilat, journaliste en France, très connu, est arrivé en Algérie, dans son pays. On ne l'a pas laissé sortir de l'aéroport, on lui a demandé de repartir en France. Pour vous dire que ces gens ne s'encombrent pas de manière. Ils auraient pu faire donc la même chose avec Christophe Glaise, le raccompagner à Léopold, lui dire bon, vous avez outrepassé, transgressé les règles de l'Algérie, à savoir que le journalisme étranger ici, il doit être suivi, fliqué, dire tout ce qu'il fait, rencontrer les gens sur autorisation et tout. Vous vous êtes permis d'aller interviewer quelqu'un qui passe pour être proche du MAC, donc vous... C'est eux qui le disent, c'est eux qui disent qu'ils passent pour être proche du MAC. Il lui reproche aussi en 2021 d'avoir rencontré la famille Bossé, vous vous rappelez, ce joueur camerounais qui avait été tué à la suite d'un jet de pierre au stade, qui est mort à l'âge de 24 ans en 2014. Et donc, on nous dit que Farhat Mehenni, le président du MAC, aurait remis une certaine somme en euros à ce journaliste qu'il connaît, et dont il sait qu'il fait des va-et-vient fréquents en Afrique, pour lui demander de remettre cette somme à la famille des Bossé.
hein, de ce monsieur qui a été tué en Kabylie et que les Kabyles regrettent beaucoup. Hein, et donc, on lui reprocherait aussi d'avoir pris de l'argent de M. Mhenni et de les avoir remis à la famille des Bossé. C'est ce qu'on dit. Hein, mais sinon, le dossier étant vide, Jihad, comment peut-on arriver non seulement à monter toute cette affaire en épingle, à l'incarcérer pendant je ne sais plus combien de temps, plus d'une année en tout cas, et à le faire passer en justice dans une parodie de justice avec plusieurs avocats, une audience publique, pour à la fin lui infliger 7 années. Généralement, ce genre de verdict, c'est pour crime de sang. Ça ne peut pas être, sauf lorsque le politique s'ingère. Jusque-là, depuis que Tebboune est au gouvernail, c'est la présidence qui dicte à travers ses différents relais les verdicts politiques. Mais là, il semble que Tebboune n'ait rien à gagner après avoir réglé l'affaire Sansal, après avoir remis en marche la dynamique à Algérie-France ou France-Algérie, après avoir reçu une grande délégation menée par la secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères, après avoir échangé, remis en place des diplomates, ouvert les consulats. Il n'est pas imaginable que M. Tebboune ou ses services ou ses relais puissent dicter au juge de le condamner à 7 ans. Et si ce n'est pas le cas, comme c'est d'une logique absolument indiscutable, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas les réseaux Tebboune, la présidence, qui ont ordonné ce verdict, qui, d'après vous, aurait pu le faire et pourquoi? Oui, ben, tout ça, c'est de la spéculation. Mais si on se tient aux faits, supposons vraiment que Farhat Mhenni lui a donné de l'argent, puis cet argent-là, lui, il l'a transporté, par exemple, à Tizi Ouzou pour le donner à quelqu'un, la famille du joueur ou autre. À ce moment-là, c'est la responsabilité de nos services de sécurité, nos services de renseignement, d'avoir des preuves irréfutables présentes dans le dossier. Puis ça, effectivement, transférer de l'argent entre des gens qui cherchent la séparation de l'Algérie, pour moi, c'est quelque chose qui est condamnable. À 7 ans ou à autre chose, je ne sais pas, je ne suis Non, pas mais juge, pardon, c'est les pardon, juges qui juste une décident. précision. Mais ça, Non, pardon, absolument, ouais, pardon, Jihad. Ce monsieur, ouais. quoi qu'il fasse, il a le droit de prendre de l'argent de quelqu'un qui lui confie et de le remettre à la famille des Bossé. Ça se passe au Cameroun. Il est libre. On lui a donné de l'argent puisqu'il partait pour le Cameroun. On lui a demandé, s'il vous plaît, puisque vous allez rencontrer la famille Bossé, donnez-leur ça de notre part. Je connaissais l'eau. OK. Il est libre de le faire. Oui, Ce n'est pas un délit. non, je suis d'accord avec toi. Ce que j'ai mal compris, c'est que l'argent rah le Cameroun. Il est allé le Cameroun, Oui, oui. pas en Algérie. Oui, oui. Donc ça, c'est autre chose, effectivement. Mais encore une fois, ça prend des preuves. Tu peux pas donner un dossier vide. Mais excuse-moi, Monsieur Jamal, j'ai juste oublié ta dernière question. Qui pourrait être derrière? Vous nous dites spéculation, c'est vrai. On n'a pas d'autre choix que de faire des spéculations, puisque ce régime est plombé. C'est une bulle de plomb. Rien ne filtre, on ne sait rien. Il n'y a que la presse du même régime qui nous donne des informations dictées au téléphone. Et donc, on n'a pas d'informations. On n'a pas d'autre choix que de réfléchir, d'essayer de spéculer, d'essayer de mettre des choses avec d'autres pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. La spéculation, on n'a pas le choix. C'est la seule chose qui nous est laissée. Moi, je pense pour comprendre ce qui se passe, il faut essayer de comprendre ce que le régime essaye de faire. Le régime essaye de créer le vide autour de lui pour gouverner seul. Ils sont vulnérables, ils ont besoin d'un vide autour d'eux pour pouvoir gouverner. Ça, c'est la même stratégie qu'ils ont utilisée contre les militants et militantes en Algérie.
Et ça, c'est ce qu'il essaie d'utiliser contre M. Glaise, qui représente un journaliste qui n'a pas appliqué pour un visa de journaliste, mais qui est entré en Algérie apparemment avec un visa touristique pour faire du travail journalistique. Donc, il essaie à travers lui d'envoyer un message que, écoutez, là, journalisme étranger, vous restez chez vous. Là. Ici, ce n'est pas un endroit pour faire du journalisme en Algérie. Il y a juste le bulletin de 20 heures qui fait du journalisme en Algérie. Donc, ça, c'est une action qui s'inscrit dans la politique de création de vide chez nous en Algérie. Le régime, vous savez, il y a besoin de 3 piliers pour rester debout en Algérie. Il y a besoin de réprimer les droits et les libertés afin que des alternatives ne poussent pas. Il y a besoin de garder le narratif en contrôlant les médias afin que juste son opinion soit exposée à la population, mais l'opinion contraire, ben, elle sera étouffée. Le régime a besoin d'un 3e pilier pour rester debout, c'est le contrôle des élections en Algérie. Donc, tout ça, il utilise la justice il exploite la justice comme un outil répressif contre les droits et les libertés des citoyens, contre les médias et même pendant les élections, s'il y a des dépassements, ben, la justice, elle va regarder ailleurs pendant un certain moment. Donc ça, je pense, ça s'inscrit dans la stratégie répressive du régime pour envoyer un message à toute personne qui essaie de s'aventurer à faire du journalisme en Algérie, ceux qui sont étrangers, bien sûr. Mais encore une fois, tout ça, ça donne une très, très mauvaise image de notre pays qui vraiment recule jour après jour. Vous savez, il y a des régimes répressifs un peu partout dans le monde. Il y en a certains qui travaillent pour le bien de leur pays. Écoutez, par exemple, il y a la Chine, il y a le Vietnam, qui sont des régimes autoritaires, mais il y a du développement socio-économique. Chez nous, j'aurais accepté un régime autoritaire s'il y avait du développement économique en Algérie. Mais là, il n'y a pas de développement ni social ni économique, puis il y a de la répression politique. Donc, on est coincé avec un régime qui nous tire vers le bas. Puis pour l'instant, le grand problème, la grande catastrophe que je vois, c'est qu'il n'y a aucune alternative qui peut pousser pour challenger ce régime-là qui est en place présentement. Alors, j'aimerais vous poser une question qui est un peu hors de ce sujet, mais qui peut y être reliée par la spéculation, justement. Cette déclaration de Louisa Hanoun, quand elle nous avait appris qu'elle avait parlé à M. Tebboune des détenus d'opinion et des prisonniers politiques, et qu'il lui aurait répondu que oui, il pourrait gracier les gens qui ont été définitivement condamnés, comme le prévoit la loi par ailleurs. La nouveauté dans cette déclaration, c'est qu'après M. Tebboune, qui jusque-là a affirmé à plusieurs reprises de façon publique qu'il n'y a pas de détenus d'opinion et de prisonniers politiques, allant même jusqu'à dire que c'était le mensonge du siècle, ce sont ses propres paroles. Après cette déclaration de Mme Louisa Hanoun, il ne dément pas. La présidence, ni la PS, ni la presse aux ordres ne démentent pas que le président aurait dit cela. Très bien. Et donc, qui se tait, consent. Le problème est que cette coïncidence nous interpelle quelque part. Ça veut dire qu'il s'apprête à libérer les détenus d'opinion, peut-être tous, les prisonniers politiques des années 90, peut-être même les prisonniers des règlements de compte qu'eux, ils appellent la Isaba, les 3 premiers ministres, les généraux, les dizaines et dizaines de ministres, les centaines de hauts fonctionnaires. Pourquoi d'un seul coup M. Tebboune veut libérer? Est-ce que, justement, il n'y aurait pas en coulisses, derrière, une action visant à l'évacuer et qu'il se sert de ses moyens pour essayer de se faire mousser un peu au niveau de la population? Et la preuve, c'est qu'il a augmenté le SMIC, il a augmenté l'allocation au chômage, il a annoncé procéder de plusieurs autres mesures d'ordre social. Est-ce que vous ne trouvez pas que ces coïncidences nous interpellent quelque part sur le fait qu'il doit se passer quelque chose dans le sérail?
Premièrement, indépendamment de la raison qui va les pousser à libérer les détenus d'opinion et les détenus politiques, je pense que ça sera une étape vers la bonne direction et ça sera une étape qui va effacer, je dirais pas effacer, mais au moins, tu sais, on va passer l'étape honteuse d'emprisonner, de réprimer des Algériens. Je pense que ça sera une excellente étape. Maintenant, quelles sont les raisons? Il y a plusieurs raisons. Encore une fois, on est dans la spéculation parce qu'on n'a pas de faits, on n'a pas de médias indépendants qui nous rapportent des choses. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une crise économique. Le gouvernement emprunte de la Banque d'Algérie. En d'autres mots, c'est pour dire qu'ils impriment de l'argent, ils impriment beaucoup d'argent. Et le régime, ce qui le sauve, ironiquement, c'est son ambiguïté. Parce que s'il n'y avait pas cette ambiguïté-là, il y aura des indicateurs qui vont faire sauter notre économie. On ne sait pas combien ils ont imprimé d'argent, combien ils ont retourné à la Banque centrale, combien d'argent elle est en circulation. Ils impriment, puis il n'y a aucune limite. Les institutions, il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc, on ne sait pas combien il imprime. Donc, il a le taux de change du dinar par rapport à l'euro. Ça commence à montrer des signes de ce qu'on craint tous, c'est l'hyperinflation. Et l'hyperinflation, ça va amener tout un paquet de problèmes sociaux et économiques, pardon, en Algérie. Je pense qu'ils ont cette indication-là, ces indicateurs-là. Ils ont peur de cette période qui s'en vient parce que les crises sociales, comme vous le savez, c'est pas le Chirac, hein, c'est pas le pacifisme, on sort avec des slogans politiques. Les crises sociales, c'est on passe et on brûle et on détruit tout. Et j'espère qu'on ne se rend pas à cette étape-là. C'est sûr que l'Algérie, présentement, sous l'emprise de ce régime, ça va mal. C'est vrai qu'ils essayent de régler certaines affaires, par exemple monter le SMIC, monter les prestations de chômage, mais tout ça, ça s'inscrit dans l'achat de la paix sociale, ça ne s'inscrit pas dans une solution économique globale. Parce que si on ne regarde pas le problème dans sa globalité, ces hausses-là peuvent contribuer davantage à créer de l'inflation. Alors, avant de vous poser une autre question, j'aimerais que nous regardions ensemble ce que nous dit M. Retailleau sur le système, sur la France. Le plus total, ça fait des années qu'on essaie de fonctionner comme cela. Et Boilet me disait la chose suivante, écoutez-moi bien, je ne pense pas qu'il l'ait encore dit. Tous les jours dans sa prison, il avait droit à des informations sans doute très labellisées d'ailleurs. Et à chaque fois, ça commençait par une ode à M. Tebboune, c'est-à-dire au régime. Et ensuite, immanquablement, on tapait sur la France. Ce régime-là nourrit la haine anti-française pour s'excuser de ses propres échecs. Donc il faut une relation qui soit une relation adulte, non pas dépendante, une relation, il faut normaliser cette relation, et ce régime-là ne comprend que le rapport de... Alors, Djihad, il n'a pas tort, hein, monsieur Retailleau, il n'a pas tort. On ne peut pas, nous qui sommes Algériens, qui venons de France, non, mais je vais vous laisser vous exprimer sur la question, je dis mon avis. Il n'a pas tort, ce régime dont les barons vivent en France, qui se soignent en France, qui meurent en France, dont les enfants sont en France, dont les bobonnes vont faire leurs courses à Lafayette et autres magasins de la rue Montaigne, de l'avenue Montaigne, qui ont des biens, qui ont des hôtels, qui ont des terres, qui ont des hôtels particuliers, qui ont tout ce qu'on veut. Mais ils passent leur temps à taper sur la France parce que c'est un fonds de commerce mémoriel, parce que la France était l'ancien colonisateur, parce que la France a provoqué des centaines de milliers de morts, qui a rasé des villages entiers, qui a fait couler des fleuves de sang. Et donc l'Algérien est sensible à cette douleur qu'il n'a pas encore évacuée. Il n'a pas fait sa catharsis, il n'a pas fait sa thérapie collective. Et le régime le sait. Et il entretient cette souffrance, il entretient cette haine, tout le temps. Tout le temps. Mais ce que ne dit pas M. Retailleau, c'est que côté France, il y a aussi des nostalgiques. Il y a aussi une extrême droite qui fait feu de tout bois pour
mettre le feu à la cambuse et attiser la haine, l'islamophobie, l'arabophobie, la berbérophobie contre les Maghrébins, les Algériens, et parce que c'est un très très bon point de commerce électoral. Et ça marche à tous les coups, d'un côté comme de l'autre. Comment? Moi, la question que je suis tenté de vous poser, comment faire pour que nous puissions nous parler enfin des deux côtés de la Méditerranée, les deux sociétés, pour qu'elles puissent se rapprocher l'une de l'autre, prendre en charge leur destin commun, parce qu'ils ont beaucoup de passé ensemble qui n'est pas toujours très beau à voir, mais ils ont un présent et un avenir ensemble. Comment faire, d'après vous, Jihad, pour essayer de passer outre ces souffleurs de haine et que les deux sociétés puissent se retrouver et discuter de tous leurs problèmes de façon objective et sans haine, s'il vous plaît? Premièrement, c'est Jamel, tantôt quand j'ai fait des grimaces, j'ai pas écouté ce que vous alliez dire tout de suite après. C'est que le problème avec Monsieur Rotaillot, c'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit pas. C'est que il reproche au régime algérien d'exploiter toute la relation avec la France pour cacher leurs propres échecs. Ben, ils font exactement la même chose. Et c'est ça le problème, c'est que cette mauvaise relation, elle est exploitée de part et d'autre de la Méditerranée. Maintenant, votre question, elle est extrêmement importante. Est-ce qu'on peut fonctionner ensemble malgré notre histoire? Et la réponse est oui. Je pense que, comme l'a dit Boumediene, Allah yarhamou, on n'a pas de problème avec la France, on avait un problème avec la présence française en Algérie. Et même dans le temps de Bouteflika, on avait un problème avec l'influence française chez nous. Tu sais, à travers Bouchouerb et compagnie, là, ils exploitaient carrément l'Algérie à leur avantage. En tant que deux pays, dans une relation win-win, c'est gagnant-gagnant, on peut faire une paix durable et authentique entre les Algériens et la France. Et il y a beaucoup qui est en jeu. Écoutez, la France, ils ont un grand problème, c'est qu'il y a une bonne partie de Français d'origine algérienne, ils ne peuvent pas porter les deux drapeaux ensemble, l'algérien et le français, parce qu'ils les considèrent comme contradictoires, parce qu'il y a comme c'est une mer de sang entre les deux. Moi, je pense s'il y avait une volonté authentique des deux côtés, de reconnaître que notre histoire est douloureuse, mais c'est ça l'humanité. On ne vit pas en isolation. On est tout le bassin méditerranéen, il y a eu des invasions à travers les époques. Mais de reconnaître que le colonialisme était quelque chose de vraiment mauvais pour l'Algérie, pour les Algériens. Et moi, personnellement, en tant qu'Algérien, je ne cherche pas une compensation financière. Je cherche une reconnaissance de ça, puis un engagement et de l'Algérie et de la France de travailler ensemble pour s'assurer que d'autres humains sur notre planète ne vont pas souffrir de la même tragédie à partir de laquelle on a souffert tous les deux. Par exemple, promouvoir les droits de l'homme, ce qui se passe en Palestine, travailler ensemble avec l'Espagne, qui a des points de vue vraiment très honorables. Je pense qu'il faut dire, il y a eu ça de mal, mais on n'a pas de problème, on ne va pas exploiter cette question-là, on va regarder vers l'avenir, on va s'assurer que nous, on ne va pas vivre ça, et on va s'assurer que d'autres ailleurs dans le monde ne vont pas vivre la tragédie que nous avons vécue ensemble. Alors, dernière question, je vous demanderai de répondre de façon assez brève parce que nous arrivons à la fin de l'émission. Ouais. Tout à l'heure, Adel Boucherguine nous avait dit qu'il n'y aurait pas la même réaction en France pour Christophe Glaise que celle qui a eu lieu pour Boualem Sansal, parce que ce n'est pas le même format, j'allais dire, de personnage et que M. Glaise ne va pas être vraiment pris en charge par une éventuelle réaction française. Est-ce que vous pensez la même chose? Absolument pas. Je pense qu'il faut comprendre que les régimes légitimes, ils ont une priorité, c'est défendre leurs citoyens à l'extérieur. Et là, que ce soit Sansal ou Glaise, c'est des citoyens français. Et la France, je pense, elle va déployer toute l'énergie, toutes ses ressources pour libérer Glaise parce que c'est un citoyen français. Et j'espère que notre régime soit inspiré de ça et il va défendre les Algériens d'abord en Algérie avant que ça soit fait de l'extérieur.
Merci Jihad Halimi, vous parlez d'or, je vous remercie. Vous êtes, je suis content de vous avoir reçu, d'autant plus que vous me rappelez ma fille qui vit au Canada, que j'embrasse à travers vous. Merci à Adlan Boucherguine, merci à la régie, merci à vous de nous avoir suivis. Décryptage par Jamaldine Benchenouf.